l'ouragan, il n'était pas du côté de Monaco hier soir, il était du côté de Turin. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé entre qui et qui. Alors c'est la Ligue des Champions, demi-finale aller entre Monaco et la Juventus Turin. Voilà le club italien qui est largement au-dessus des autres de l'autre côté des Alpes, et les Français qui sont aussi au-dessus des autres en ce moment en Ligue des Champions, en Ligue 1. Bon, ça s'est pas bien passé pour les Français. Voilà. Il y a eu un match aller ou avant ou non ? C'est le match aller. C'est le match aller. Ah oui, donc il y aura un match retour qui se passera en Italie, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier soir avec ces Monégasques et Turinois qui s'étaient déjà rencontrés, William, dans le dernier carré de Ligue des Champions. C'était en 98, les Italiens s'étaient imposés. 98, c'est l'année de naissance de Kylian Mbappé. Vous savez, la jeune pépite du Rocher qui a tout tenté hier soir pour s'illustrer, mais c'était sans compter sur les bons réflexes du gardien et capitaine de la Juve, Buffon, de 20 ans, son aîné. La Juve qui s'impose dans cette compétition en 85 et 96 et qui hier soir a gagné 2-0, 2 buts de l'Argentin Higuaín. C'est 4 et 5e but en Ligue des Champions. Cette saison, Monaco, finaliste 2004, doit croire au miracle pour ce match retour qui se passera en Italie mardi prochain. C'est aussi en Ligue Europa qu'il y a les Français, cette fois-ci demi-finale entre l'Ajax Amsterdam et Lyon. Lyon qui a été écrasé aux Pays-Bas. L'OL qui encaisse 3 buts en 1 heure, Traoré, Dolberg et Younes. Valbuena qui va quand même réduire le score, mais bon, ça ne suffira pas parce que les Néerlandais inscrivent un dernier but par Traoré qui avait ouvert la marque, donc doublé pour ce garçon. Défaite lyonnaise 4-1, match retour à Lyon, ce sera dans une semaine. Ça, ce sont de jeunes Français en bleu, ils ont de moins de 17 ans, ils disputent leur Euro en ce moment. Premier match, première défaite face à la Hongrie, ça se passe en Croatie, et la Hongrie qui s'impose 3-2. Le Français en bleu que vous venez de voir, il est lyonnais, il s'appelle Gouiri, et c'est lui qui a marqué le 2 buts français, mais qui n'était pas suffisant. Il a moins de 17 ans, lui ? Moins de 17 ans, oui. Ils sont costauds, hein ? Voilà. Ouais, ils sont plutôt charpentés, ces garçons. Ah ouais ? Bon. Allez, la suite, s'il vous plaît, monsieur On a encore une défaite Tournon. française, c'est en handball. Vous voyez, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qu'il y a d'autre. Hein. Non, ça va. mais j'aime bien ça le monsieur non, Tournon. mais j'ai noté que des phrases que vous aimez bien, puis les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, je l'aime bien celle-là. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, William ? Il y a du handball avec une défaite française dans la qualification pour l'Euro. Regardez les Français, ils étaient en Norvège, la France en blanc de retour à la compétition après son titre mondial qui a perdu à Oslo 35-30. Les tricolores restaient sur une série de 13 victoires consécutives. Les Norvégiens se sont vengés, ils avaient perdu face aux Français en finale du dernier mondial en janvier. Et la France, 6 fois championne du monde, 3 fois championne d'Europe, 2 fois championne olympique, recevra même Norvège à Clermont-Ferrand. Ce sera samedi. Monsieur Richard Gasquet est à Estoril. C'est le dernier Français en lice. Il se qualifie pour les quarts de finale. Estoril, c'est au Portugal. Une semaine après avoir été battu au premier tour du tournoi de Barcelone, il a réussi son retour sur la terre battue. Le 23e mondial a battu l'Argentin Berloc, 64e du classement. Prenez la balle. La balle, on la voit pas très bien, c'est vrai. Ils ne peuvent pas prendre une balle bleu marine. Ce serait bien. Avant, j'étais blanche, elles sont passées jaunes, là, ce serait du bleu marine. Une balle jaune, une balle verte. Verte, oui. Ouais, au prochain tour, il sera opposé au géant sud-africain qui fait 2,03 m, Kevin Anderson. Et on vous parle de monsieur Jason Lamy-Chapuis parce que c'est une bonne nouvelle pour le sport français. Il a annoncé qu'il allait reprendre la compétition la saison prochaine. Jason, il a 30 ans, champion olympique de ski nordique en 2010, aussi quintuple champion du monde, détenteur de 3 globes de Coupe du Monde. Il s'est arrêté en fait pendant 2 ans pour suivre une formation de pilote de ligne. Ouais. Sa reconversion est assurée, donc il a décidé maintenant de reprendre la compétition. Oui. Et il sera présent, normalement, aux Jeux Olympiques dans 9 mois. Et il est toujours aussi bon ? On verra. On verra. Voilà, il s'est arrêté il y a 2 ans. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous reste ? Un petit peu de basket NBA. Vous savez que là-bas, il y a ce qu'on appelle les playoffs. Il y a la conférence Est, conférence Ouest, et ensuite, il y a une finale. Bon, pour l'instant, ça se passe à l'Ouest et ça se passe bien pour les Spurs. Oui, il faut suivre, William. Battus en début de semaine par Houston dans le premier match du dernier carré. On va dire région. Non, les régions, elles sont beaucoup plus larges. On va couper le pays en deux. Oui, la région Ouest et la région Est. Voilà, très bien. La région Ouest. Ça vous va comme ça ? Justement, dans la région Ouest, Tony Parker s'en sort bien. Il a gagné avec les Spurs, 121-96. Il a marqué 18 points, mais apparemment, il s'est blessé en fin de match. Il s'est blessé au genou en tombant. On ne sait pas encore, on attend des nouvelles de ce garçon. Voilà. Ils n'ont pas de civière là-bas ? Non, là, c'est mieux, on prend la chaise à porteur à l'ancienne. Voilà, c'est plus simple. Ah ouais. Non ? Okay. Bon. Ils sont petits, les terrains de basket, donc si vous mettez une civière, ça prend tout le terrain. Il a terminé. À plus tard. Il a terminé. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle Alors, vie. est-ce que ce sont des problèmes de santé que nous allons soulever maintenant ? Pas exactement.
Non, c'est un peu la sociologie du sourire. La sociologie du Vue sourire. par un dentiste. Alors, avec les dentistes, on ne parle jamais de ce genre de choses. Et pourtant, ils vous disent que dans l'intimité des cabinets, les patients se plaignent d'une chose, c'est qu'ils ne veulent plus, ou ils n'arrivent plus, ou ils n'osent plus embrasser leur partenaire de vie. Pourquoi ? Parce que leur dentition, leur bouche se détériore. Et c'est un vrai problème parce que le baiser, c'est quand même l'intimité du couple. C'est un préliminaire essentiel à la bonne qualité de la relation intime. C'est un acte d'intimité profonde. Nous avons donc rencontré dans l'intimité du cabinet, d'un fauteuil, du dentiste, des patientes assez inattendues, des comédiennes qui connaissent mieux que personne l'importance du baiser. Les patients et les patientes avouent plus facilement qu'avant que leurs problèmes dentaires, leurs dents mal alignées, abîmées, pas suffisamment blanches, vont freiner leur élan amoureux et ne vont pas oser embrasser l'autre et vont finir par cadenasser non seulement leur sourire, mais le visage finalement. Dans une relation amoureuse, zapper le baiser, qui est un préliminaire important, eh bien, va affecter cette relation intime, amoureuse, qui ne sera pas pleine et épanouie. Ce qui est formidable, c'est que tous les petits traitements dentaires ont des inductions très bénéfiques sur la transformation de la personne. Vous avez des personnes se métamorphoser, plus souvent chez les femmes bien évidemment, qui recommencent à mettre du rouge à lèvres, qui recommencent à se maquiller, bref, qui sont vraiment totalement ouvertes à la vie et qui ont envie d'embrasser non seulement leur partenaire, mais la vie en général. On a envie d'embrasser un homme qui a des jolies dents. Ça fait partie aussi de son hygiène en fait. Quelqu'un qui aura des dents un peu bousillées, on aura l'impression qu'il est sale alors qu'en fait c'est juste qu'il a les dents pourries. Et les dents c'est un peu comme un bijou en fait. Parce que les hommes n'ont pas de bijoux, c'est leurs dents. Alors pour avoir une belle bouche, tout d'abord, si on a une mauvaise haleine, il y a des outils très simples. C'est d'abord aller régulièrement chez le dentiste pour faire des détartrages. Et après, au quotidien, c'est utiliser des brossettes interdentaires, du fil dentaire. Et on peut aussi utiliser des bains de bouche sans alcool qu'on peut utiliser tous les jours. L'objectif de tous les traitements, c'est d'être le moins invasif possible. La première étape, ça va être d'aller chez l'orthodontiste pour voir s'il y a un traitement orthodontique qui peut être fait pour réaligner les dents. Après, chez l'adulte, s'il n'est pas disposé, il n'est pas motivé pour faire un traitement orthodontique, on peut éventuellement penser à choisir les facettes dentaires qui peuvent être en porcelaine ou en composite. Concernant les colorations dentaires, il y a des traitements de surface, des petits produits à mettre pour enlever les colorations, ou si les taches sont trop importantes, on peut éventuellement traiter ces taches avec des petites résines composites. Donc si les traitements les moins invasifs ne suffisent pas, on peut avoir recours à des traitements plus lourds et ça sera par exemple des couronnes ou ça sera le recours aux implants dentaires. J'ai coupé une fois avec un jeune homme à cause de sa bouche. Ah oui. Bah, je pouvais pas, il y avait le contact ne passait pas justement, même si tous les autres, tout allait bien, il y avait ça qui n'allait pas et j'ai dû casser la relation à cause de ça. Mais les hommes et les femmes ont la même réaction, le même sentiment vis-à-vis d'une dentition ou pas ? Non, chez l'homme, en fait, les dents, le problème de dents, l'absence de dents, c'est un peu symbole de castration. C'est un peu une atteinte à sa virilité. Comment ça ? C'est-à-dire Quand il manque des dents, par exemple. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il faut mettre absolument des implants. Oui. Parce que les implants chez l'homme, c'est un vrai pouvoir refalisateur, une deuxième jeunesse pour certains. Et ils disent que la sexualité est ragaillardie, justement, avec une meilleure fausse dent. dentition, en dopant la sexualité. Et on repousse Et chez les filles psychologiquement les limites du vieillissement. Et chez les femmes, c'est une atteinte à la féminité et à la sensualité, en fait. Reconstruire un sourire a parfois un effet réparateur, un pouvoir positif sur l'estime de soi. Alors, les femmes ont toujours tendance à focaliser sur les rides, les liftings, les injections, etc., pour faire plus jeune. Ouais. Mais on oublie, en fait, l'essentiel, c'est que sur un visage, le plus important, c'est le sourire et c'est surtout les dents. La qualité des dents. Quelqu'un a beau avoir des traits disgracieux, s'il a une très belle bouche et une très belle dentition, ça rattrape beaucoup de choses et c'est presque prioritaire dans un visage.
On l'oublie bien c'est souvent. ça, un visage ridé, mais avec un beau sourire et de belles dents, ça Ça marche. ça gomme toutes Et les rides. l'inverse, un visage tout lisse, mais avec des dents pourries, marche Ah, pas. bah c'est au revoir. Il vous a parlé des diastèmes, non? Non. Ah non? Docteur Amzalag, Ouais. c'est quoi le Le diastème, c'est les dents écartées. Les dents du bonheur. Oui. Ouais. Et alors, ça fait quoi, ça les dents du permet de bonheur? coincer les pailles quand vous prenez un soda. Ça tient tout seul. Ça a du charme. Je sais pas, faut voir. Merci beaucoup. Au revoir Laurence, à tout à l'heure. Nous allons retrouver à Moscou notre correspondant permanent Dominique Derda qui a choisi de vous parler de la campagne électorale. Laquelle? La russe, bien sûr. Elle a déjà commencé là-bas, alors que l'élection présidentielle n'aura lieu que dans un peu plus d'un an. Et les adversaires du président russe, que vous connaissez donc, Vladimir Poutine, ont bien du mal, vous l'imaginez, à faire entendre leur voix. Alors, certains, Dominique, sont même attaqués physiquement, paraît-il. Bonjour. Oui, bonjour William, exactement. Vous savez, en Russie, on le sait, ce n'est jamais facile de défier le pouvoir. Les manifestations sont souvent interdites et les opposants ont beaucoup de mal à se faire entendre à la télévision ou sur les principaux médias. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est nouveau, en revanche, je vous l'avais dit, ce sont ces agressions qui se multiplient. La principale victime de ces agressions, c'est Alexeï Navalny. Son nom vous dit sans doute quelque chose. C'est lui qui, en mars dernier, avait fait descendre dans la rue des dizaines de milliers de Russes et dont de nombreux jeunes pour dénoncer la corruption. Et lui aussi qui, d'ores et déjà, annonçait qu'en 2018, il se présenterait à l'élection présidentielle contre Vladimir Poutine. Eh bien, Alexeï Navalny, il y a quelques jours, une fois encore, a été attaqué, cette fois devant les locaux de son association, et très violemment. Et son agresseur, évidemment, en court toujours, comme vous allez le voir sur ces images qui montrent bien le climat très particulier qui règne en Russie actuellement. Le caméraman n'était pas là par hasard. Il savait qu'à cette heure-là, quelqu'un allait se jeter sur l'opposant et l'asperger de teinture verte. Un désinfectant, l'équivalent russe du mercurochrome, un produit d'habitude indolore. Sauf que cette fois-ci, Alexeï Navalny en est persuadé, ses médecins également. Le désinfectant était mélangé à un produit chimique qui lui a gravement endommagé l'œil droit. Et il n'est pas le seul. Le lendemain, une autre militante d'opposition, Natalia Fyodorova, était elle aussi aspergée avec un produit corrosif qui lui a brûlé les yeux. Et là encore, devant une caméra. Dans les deux cas, les enquêteurs n'ont montré aucun empressement, c'est le moins que l'on puisse dire, pour retrouver les agresseurs. Depuis, si l'on en croit un site d'information russe, le Kremlin aurait ordonné à la police de tout faire désormais pour empêcher ces attaques qui ne serviraient, dit-on, qu'à faire la promotion des adversaires du pouvoir. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, Vladimir Poutine semble hésiter sur la conduite à tenir. Il aimerait que sa réélection soit un plébiscite, mais il voudrait aussi qu'elle apparaisse comme une victoire sans tache, contrairement à celle de 2012. Or, en Russie, de plus en plus de voix s'élèvent pour lui demander de ne pas se représenter. À Moscou, le 29 avril dernier, ils étaient des centaines à venir déposer au siège de l'administration présidentielle leur lettre de doléance. Moi, je suis venu ici pour exercer mon droit de citoyen et dire à notre président qu'il fallait que le pouvoir change. Tout augmente. Les prix, le chômage et la santé, c'est de pire en pire. La manifestation était interdite, mais finalement, elle a été tolérée dans la capitale. À Saint-Pétersbourg, comme dans d'autres villes de province, en revanche, la police n'y est pas allée de main morte et a procédé à de très nombreuses arrestations. Une façon de rappeler à la population que ce que le pouvoir donne ici, il peut le reprendre ailleurs. Alors, Dominique, vu d'ici, on a l'impression qu'il y a des manifestations qui sont interdites, on vient de le voir là, mais que le pouvoir tolère, et puis qu'il y en a d'autres qui sont interdites, et alors là, que la police disperse. Alors, on a du mal à s'y retrouver là. Qui a droit de faire quoi ? Oui, c'est vrai qu'ici aussi, William, on a parfois du mal à s'y retrouver. C'est peut-être ça, finalement, le but recherché, qu'avant de descendre dans la rue, eh bien, les Russes s'interrogent et se demandent ce qui va leur arriver. Est-ce qu'ils vont pouvoir manifester tranquillement ou est-ce qu'au contraire, ils vont être arrêtés, jetés dans des paniers à salade, conduits au poste de police et parfois même devant un juge. Vous savez qu'en Russie, on risque jusqu'à plusieurs semaines de prison pour avoir participé à une manifestation
interdite. La grande inquiétude du Kremlin, c'est ce que l'on a appelé les révolutions de couleur, vous savez, qui en Géorgie et puis en Ukraine, plus récemment, ont renversé le pouvoir en place. Vladimir Poutine, qui est ici au pouvoir depuis 17 ans, bientôt 18, à l'évidence, n'a aucune intention de laisser son fauteuil. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt. Alors, comme à chaque fois, Patrice, qu'un événement se termine tard, que ce soit un match de foot ou alors une émission de télévision, est-ce que les journaux ont eu le temps de répercuter l'ensemble du débat ou... Oui, je pense que tout le monde avait pris les dispositions nécessaires de manière à pouvoir titrer sur le débat et de manière à pouvoir en parler aussi longuement ce matin en page intérieure. En tout cas, c'est le cas. Et comment vous dire, ça manque un peu d'amour ce matin. En tout cas, à la une, je vous laisse jeter un œil sur ce mur de quotidiens régionaux. Tout tourne autour des mêmes formules, à couteau tiré pour Ouest France, Midi Libre, Courrier Picard, haute tension pour Sud-Ouest, la Provence, l'Est éclair, coup pour la Dépêche du Midi et le Télégramme, un pugilat pour la Charente Libre, une scène de ménage pour l'Union. Voilà pour les titres au lendemain donc de ce débat présidentiel, si tant est que l'on puisse qualifier de présidentiel les deux monologues superposés auxquels il nous a été donné d'assister hier soir. La faute à qui ? La faute à Marine Le Pen, si l'on en croit Paul-Henri Dulembert, qui signe ce matin l'édito du Figaro. Il n'a pas fallu 5 minutes pour que chacun comprenne que ce débat serait le plus violent de la longue histoire des élections présidentielles. Giscard Mitterrand en 74, Chirac-Mitterrand en 88, d'aimables querelles de salon. Là, tout fut fracassant, fulminant et pour tout dire un peu navrant. Marine Le Pen en est évidemment la première responsable qui a adopté d'entrée de jeu la stratégie du char d'assaut, tirant des salves dans tous les sens, de façon souvent désordonnée. Fin de citation. Alors, vous ne trouverez pas un canard ce matin pour s'émerveiller du spectacle offert hier soir. Ce fut plus bruyant qu'éclairant pour Ouest France. Ça ressemblait fort à la campagne, incohérente et anarchique. Lirez-vous dans le Télégramme. Il ne manquait que les gants de boxe s'amuse le Républicain Lorrain qui parle d'un match des tempéraments en lieu et place d'un match des idées attendues entre deux protagonistes dont le Parisien souligne ce matin qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils se méprisent et que cela se voit. Au passage, le Parisien donne la parole au sémiologue François Jost, qui n'en revient lui toujours pas. Je n'ai jamais vu un débat d'un tel niveau, dit-il. Je crois comprendre, quand il parle de niveau, que ce n'est pas un compliment. Alors traditionnellement, dit-il, les flèches sont décochées au compte-gouttes, et là, ce fut un pilonnage, au point que Marine Le Pen en oubliait de consacrer du temps à ses propres propositions. L'opposition est aussi très nette dans leur expression. Elle s'exprime comme tout le monde. Cela peut créer un effet de proximité ou la desservir. Et lui, en revanche, parle une langue très châtiée. Il joue sur l'ironie, le mépris. Ça lui donne un air plus présidentiel, mais ça le classe dans l'élite parisienne, dont chacun sait qu'elle n'a pas systématiquement bonne presse dans le pays. Alors j'en viens à Libération, dont la une dit l'essentiel du positionnement du journal dans cet entre-deux-tours. Raillerie à la une. Marine Le Pen est dépeinte en candidate base du front, soucieuse avant tout d'éviter de débattre sur le fond. Franchement, Marine Le Pen n'a pas le niveau, écrit Laurent Geoffrin, le patron du journal. Il y a beaucoup à dire sur les projets d'Emmanuel Macron, mais pas comme ça, pas avec la grosse artillerie qui tire au hasard, toujours le même boulet. Par la faiblesse de sa concurrente, Macron se retrouve rangé dans la catégorie ONI des sachants. Les gens d'en haut, c'était toute la difficulté de l'exercice que Macron a dominé, mais qu'a trop dominé. Il a risqué d'irriter une partie du public. Ceux qui veulent une France dure, hermétique, faussement protectrice seront peut-être convaincus. Les autres savent à quoi s'en tenir. Le mot de la fin, il est pour Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Ce débat où la détestation a parfois été mal contrôlée, ce débat où l'on a ressenti une vraie volonté de ne pas écouter l'autre, ce débat qui se voulait décisif a surtout été révélateur. Il nous a apporté la preuve éclatante qu'il est difficile, sinon impossible, de débattre avec l'extrême droite dans un minimum de respect démocratique. Vous aurez compris qu'hier, en tout cas pour les éditorialistes, Marine Le Pen n'a pas gagné. Merci Patrice, à plus tard. Qu'est-ce que c'est que la marque du consommateur ? Isabelle Martinet va vous expliquer. C'est vous qui expliquez aux fabricants ce que vous aimez, ce que vous souhaiteriez. Par exemple, dans une brique de lait. Ça s'est passé comme ça il y a quelques temps. Ça s'est passé comme ça il y a quelques semaines. Nous vous avions présenté à Télématin une brique de lait
entièrement choisi par le consommateur. Ça veut dire, en l'occurrence, un lait demi-écrémé avec des vaches qui sortent au pré, qui sont françaises, qui mangent du fourrage local et qui permettent à l'éleveur de mieux vivre. Tels étaient les critères qui ont été choisis par les consommateurs. Là, c'est pareil, là. Un carton. Ah oui. On vient de dépasser la 10 millième brique de lait. Donc, deuxième étape pour aujourd'hui, le tout premier produit transformé, produit industriel, je dirais, qui en l'occurrence est artisanal, mais où là encore, les consommateurs ont choisi absolument tout. C'est-à-dire les ingrédients de cette pizza. Mais c'est quoi? C'est un référendum alors, quelque chose comme ça? Il y a 20 000 personnes qui ont répondu à un questionnaire sur Internet pour dire « je veux une pizza qui soit 3 fromages, avec une tomate qui vienne de tel endroit, je veux pas du concentré, je veux une pâte qui soit comme ci, comme ça, je veux que ça soit cuit au feu de bois et pas autrement ». Le produit intégralement choisi par le consommateur pour une marque de consommateur. Et après, il faut une moyenne de tout ce qui a été dit dans les... D'accord. Exactement. Alors, c'est une grande première parce que c'est une vraie nouvelle façon de consommer qui est en train de s'installer. C'est-à-dire que les services de recherche et développement ont peut-être un petit peu de soucis à se faire, puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons voir de nouveau en rayon. Alors, nous sommes rendus chez le fabricant et pour savoir un peu plus sur quelle est cette pizza, de quoi s'agit-il. Regarde. À quoi elle ressemble. Mais oui. La pizza, c'est le premier produit transformé choisi par les consommateurs. On leur a demandé quelle pizza. Ils ont choisi une pizza, 3 fromages. Puis après, on s'est dit on va plus loin. Est-ce que vous voulez une tomate, un concentré industriel, une tomate fraîche, une tomate de pleine terre avec plus de qualité? Pareil pour les fromages, pareil pour l'huile d'olive. Et on est arrivé, après 18 000 participants, à un cahier des charges entièrement choisi par les consommateurs et ça devient la première pizza des consommateurs. Dans cette pizza, déjà, elle est composée de 60% de garniture. La farine vient de la région d'Avignon, la sauce tomate vient de Tarascon et les fromages sont des fromages d'appellation d'origine protégée ou des fromages label rouge. Il y a du comté, de la raclette et de l'emmental grand cru label rouge. Les résultats de l'enquête faite auprès des consommateurs, c'est vraiment très positif parce que la majorité des ingrédients sont très qualitatifs. Cette pizza est fabriquée de façon semi-artisanale. On va mettre de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive, de la levure et du sel. Ensuite, on va pétrir l'ensemble de ce mélange. Et une fois que le pétrin est terminé, on va laisser reposer 30 à 35 minutes avant d'aller façonner le produit et y déposer les ingrédients. Tous les ingrédients qui sont sur cette pizza sont déposés à la main. Et une fois que cette opération est terminée, les pizzas vont rentrer dans le four pour être cuits au feu de bois, de chêne et de hêtre, un four qui fait à peu près 400 degrés. Et une fois que la cuisson est terminée, les pizzas vont rentrer dans un surgélateur qui est lui-même à peu près à moins 40 degrés. Et pendant une quarantaine de minutes, le produit va être surgelé avant d'être emballé définitivement dans la boîte que vous allez retrouver dans vos linéaires. Sur le produit qui a été élu par les consommateurs, on pense faire à peu près 20 000 pizzas par jour. Cette pizza, elle va coûter 4,49 €. Alors c'est un prix très précis, mais qui est en relation directe avec le choix de chaque ingrédient fait par les consommateurs. On arrive à une pizza vraiment avec des produits de qualité, un prix très raisonnable, et c'est un bon équilibre recherché, je le crois, par beaucoup de gens. Bon, on l'a fait pour les briques de lait, ça c'est fait maintenant pour la pizza, ça peut se faire pour des tas de produits alimentaires transformés. Absolument, c'est le début d'une nouvelle ère de consommation avec au programme des œufs, il y a déjà un jus de pomme qui est en train de sortir. Cette pizza, elle a été livrée hier déjà dans 3000 magasins, 8000 magasins seront livrés d'ici à la fin du mois et puis on aura d'autres distributeurs dès le mois de juin qui sont intéressants et intéressés par le produit, donc voilà. Et au-delà des combien, vous avez dit 5 000 qui ont été interrogés 20 000 Français ont répondu. On va voir le grand public, comment il perçoit ça, si ça leur plaît. Merci beaucoup Isabelle, à plus tard. Mais d'abord, les 4 vérités avec Caroline Roux qui reçoit ce matin Richard Ferrand. Oui, il est le secrétaire général d'En Marche et il vient commenter ce qui restera comme l'un des pires débats de la Ve République. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Est-ce que vous regrettez que votre candidat ait participé à ce débat face au Front National et face à Marine Le Pen ? Ce débat était inévitable.
il était inévitable, puisque Marine Le Pen avait été placée au second tour et que finalement, elle s'est depuis longtemps inscrite dans le paysage politique français. Maintenant, il est vrai qu'elle a tout tiré vers le bas, ce qui naturellement n'a pas donné pleinement satisfaction quant à ce qu'on aurait pu attendre de la confrontation des idées. Le débat n'était pas à la hauteur de l'enjeu ? Il m'a semblé qu'elle parlait beaucoup d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron était seul à parler aux Françaises et aux Français, à parler de la France. Donc elle a en permanence essayé par une agressivité, par des allusions, par des imprécisions, de tout tirer vers le bas. Donc vous savez, c'est assez difficile. Pour faire un bon débat, il faut être deux. Il a eu du mal à garder ses nerfs, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen. Il y a eu quelques mots assez durs aussi prononcés par Emmanuel Macron, qui a traité la présidente du Front National de parasite. Ou d'autres choses de cet acabit-là. C'est compliqué de garder ses nerfs ? Moi, je trouve qu'il est resté calme à sa place. Je vous assure, j'aurais été beaucoup plus nerveux. Tellement elle était en permanence en train d'attaquer, de calomnier, de raconter des choses que l'on peut guère contester, tellement elles sont baroques. Donc, qu'est-ce que vous avez appris concrètement de Marine Le Pen ? Pas grand-chose, à vrai dire. J'ai appris simplement que pour masquer ses lacunes, elle choisissait l'agressivité, et puis que, en effet, je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais que vraiment elle racontait n'importe quoi sur l'euro, sur toute une série de sujets. On ne comprenait rien avec la meilleure foi du monde, quoi. Qu'est-ce qu'il a gagné dans ce débat, Emmanuel Macron ? Je crois que les Françaises et les Français ont pu observer d'abord qu'il avait une vraie capacité de sang-froid, parce qu'il fallait vraiment rester calme face à tout ce que nous avons entendu. Il a démontré que lui portait un projet cohérent, qu'il y avait une architecture générale dans son intention pour lutter contre le chômage, pour renforcer la sécurité et pour, au fond, relancer la France vers des conquêtes futures, qu'on se retrousse les manches avec un certain optimisme face à une France assez rance, incarnée par Madame Le Pen. Alors, Marine Le Pen l'a sans cesse renvoyée à son histoire de conseiller de François Hollande, de ministre de François Hollande, son histoire de banquier. Elle dit qu'elle est la candidate du pouvoir d'achat, quand lui est le candidat du pouvoir d'acheter, de dépecer. Il a eu du mal pendant cette campagne à effacer cette image du banquier Emmanuel Macron, auquel l'ont souvent renvoyé ses adversaires. Est-ce que ce sera l'objectif, s'il arrive aux responsabilités, de ses premiers mois d'exercice du pouvoir, de montrer qu'il peut réconcilier, au-delà de son camp, réconcilier ces deux France, la France d'en haut, la France d'en bas, comme le dirait Marine Le Pen? Pourquoi effacer, comme vous le suggérez, une partie de sa vie professionnelle? Lui, au moins, il a travaillé. Il est allé gagner sa vie. Elle, c'est l'héritière du système de papa. Elle a hérité du parti, elle a hérité des idées, elle a hérité du château. Donc on est vraiment dans la PME Le Pen, avec le papy, la fille, bientôt la petite fille, et qui depuis 40 ans essaye de prospérer sur l'injure, sur les divisions des Français, qui essayent de tirer des souffrances des uns et des autres le meilleur profit. Elle explique qu'elle parle en leur nom. Non, elle ne parle pas à leur nom, elle fait mine. En vérité, d'avoir une compassion sincère, d'avoir un intérêt, mais c'est du mépris. Regardez à Whirlpool, vous avez un candidat, Emmanuel Macron, qui passe plusieurs heures pour trouver des solutions, d'abord avec des représentants du personnel, puis avec les salariés eux-mêmes, là où elle vient un quart d'heure pour faire du cirque et des selfies. Voilà la différence. Et ça, c'est du mépris de manipuler les gens quand ils sont justement dans l'angoisse, parce qu'ils ont peur pour leur emploi. Richard Ferrand, ce qui est compliqué après un débat comme celui-ci, et à la veille d'un second tour d'une présidentielle, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces deux France-là ? Comment réconcilier ces deux France, alors même qu'on voit la violence des affrontements et la violence de l'ensemble de cette campagne? Est-ce que ce sera la priorité du président Macron s'il est élu? Il n'y a pas deux France, ça, nous ne le croyons pas. Emmanuel Macron, son projet, il tient sur 3 aspects. Libérer l'économie, on l'a compris, protéger les Françaises et les Français et réconcilier précisément nos concitoyens avec le monde politique. C'est pour ça que sa première démarche sera une loi de moralisation de la vie publique, tandis que Mme Le Pen, elle, devra répondre aux convocations de la police. Vous voyez la différence? Elle fait de la calomnie, elle est sous le coup d'informations judiciaires et de demandes de la police. Donc elle aura à s'occuper de son sort face à la police. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, travaillera à réconcilier la France, en effet, en la projetant. Non, mais après ce débat-là, on se demande si c'est possible. Vous nous dites oui.
Oui, on ne va pas se réconcilier avec Mme Le Pen, mais avec les citoyens avec ses électeurs, avec ses électeurs. Oui, mais bien sûr. Il ne faut pas confondre les Françaises et les Français et Mme Le Pen. Elle a accusé Emmanuel Macron d'être ambigu vis-à-vis de l'UOIF. Est-ce qu'après réflexion, vous dites que vous auriez dû prendre vos distances avec ce soutien de l'UOIF? Mais pourquoi voulez-vous que l'on prenne des distances avec un organisme avec lequel nous n'avons aucune proximité? Vous savez, chaque fois, on dire nous que dit, ce soutien était encombrant. Mais non, mais pourquoi dire que c'est encombrant? C'est une organisation qui manifestement respecte les lois au sens qu'elle peut continuer à exister. Sinon, on a des manières de dissoudre des associations qui ne respecteraient pas les lois et qui ensuite s'est exprimée en son nom pour Emmanuel Macron. Mais nous ne les connaissons pas, nous ne les fréquentons pas et nous sommes évidemment en désaccord avec ce qu'ils portent. Il faut être très clair là-dessus. Mais pour autant, eux disent, écoutez, on préfère ce candidat à l'autre. Bon, que voulez-vous qu'on y fasse? Vous ne faites pas le tri? En France, on ne fait pas le tri ni dans les urnes, ni dans l'expression d'un soutien. Pour autant, nous ne sommes d'accord sur rien de ce que porte cette organisation. On continue le débrief de ce débat. Marine Le Pen, à plusieurs reprises, a interpellé votre candidat pour connaître le nom de son Premier ministre. Alors j'imagine que vous n'allez pas nous le donner ce matin, là, tout de suite, mais est-ce qu'il a fait son choix, Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, il respecte les institutions, à l'inverse de Mme Le Pen. C'est pas un Américain comme Le Pen qui fait son ticket avec M. Dupont-Aignan. Ça, c'est en Amérique, c'est pas en France. Ensuite, il faut attendre la décision des électrices et des électeurs. Il faut être prêt aussi. Encore faut-il être président. Richard Ferrand. Encore faut-il être président pour désigner le Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que cette manière, soudain, de dire, voilà, je fais un ticket avec un tel ou un tel? Non. On respecte les institutions de Charles de Gaulle à François Hollande, en passant par François Mitterrand et Jacques Chirac. C'est lorsqu'ils ont été installés par le Conseil constitutionnel qu'ils ont désigné la Premier ministre. La Constitution, c'est ça, et on la respecte. La question, il faut être prêt, c'est dimanche, et s'il est élu président de la République. Et par ailleurs, il faut avoir une équipe, et on sait que l'histoire même d'En Marche fait qu'il y a une inquiétude, une interrogation sur les personnalités qui seront autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous nous dites ce matin, il a une équipe, il est prêt, s'il est élu? Oui, voilà. Et oui. Savez-vous qu'au tout début, quand nous avons créé En Marche, on nous disait, mais enfin, vous êtes seul, vous n'avez pas de soutien, et maintenant on nous dit c'est le trop-plein. Vous voyez? Dernière question, est-ce que ce débat peut changer le rapport de force de cette présidentielle et de ce second tour? J'espère bien que ce débat aura amplifié la dynamique autour d'Emmanuel Macron et que le vrai visage de Mme Le Pen aura donné à une immense majorité de Françaises et de Français l'envie de la sanctionner par une défaite lourde. Merci beaucoup, Richard Ferrand. C'est à vous, William. On se retrouve tout à l'heure avec Nicolas Bay. Oui, d'accord. Allez. Vous connaissez le chemin. Allez, merci. L'actualité du cinéma, effectivement, avec le grand retour d'une saga dont vous connaissez le nom, bien sûr. Allez, sur les 4, vous en avez sûrement vu une œuvre. Oui, 2 ou 3, c'est Alien. Ouais. Voici le 5e volet, si vous voulez. Alors, il faut préciser tout de même, alors c'est Ridley Scott qui l'a mis en scène, c'est pas le premier, il en avait fait un. Non, c'est lui qui a créé, imaginé Alien, le premier volet, c'était il y a 38 ans. Alors, tout d'un coup, il fait le 5e, et qu'est-ce que ça raconte? C'est la suite ou pas? C'est ce qu'on appelle un prequel, qu'est-ce que littéralement. Un prologue, c'est-à-dire que ce 5e volet, en fait, l'action se situe avant le premier épisode, avant le premier volet. Et ça va réjouir les fans, puisqu'enfin, on va comprendre d'où vient cette vilaine bébête très très méchante et toute bleue, parce que le scénario est le même. Cette bestiole-là tyrannise une bande d'astronautes dans l'espace à bord de ce vaisseau qui s'appelle Covenant, d'où le titre Alien Covenant. On attend toujours un nouveau volet d'Alien avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai que c'est une franchise qui a marqué toute une génération de cinéphiles. Prometheus, qui était sorti en 2012 avec Michael Fassbender et Charlize Theron, déjà réalisé par Ridley Scott, avait quand même engrangé 400 millions de dollars de recettes, donc on est quand même, c'est très suivi. D'accord, Fassbender est toujours dans le coup, là. Fassbender, il est là, il joue 2 rôles, 2 androïdes, un gentil, un méchant, j'en dis pas plus. Ridley Scott, quand il y a un film de Ridley Scott qui sort, on est ému. Pourquoi? Parce qu'il a 79 ans, qu'il a marqué toute une génération de cinéphiles, ébloui les pupilles de millions de cinéphiles.
Blade Runner, symptomatique emblématique d'une génération. Gladiator, tout de même. Thelma et Louise. American Gangster, il y en a. Et Seul sur Mars avec Matt Damon, qui a été l'un des plus gros succès du cinéma il y a 2 ans. Donc le scénario, on ne s'attarde pas dessus, c'est toujours cette vilaine bête. D'ailleurs, interdiction aux moins de 12 ans chez nous, interdiction aux moins de 17 non accompagnés aux États-Unis. Oui, c'est drôle, alors que dès qu'il y a un film d'horreur horrible, type Hostel, Saw, c'est interdit aux moins de 12. Là, c'est quand même une bébête qui fait très peur, c'est vrai, mais interdit aux moins de 17, ils y sont allés assez fort. Enfin, on va comprendre qui a créé cette bestiole, qui, comment ou pourquoi, c'est une info. Et d'où elle vient. C'est toujours aussi efficace. Et alors, monsieur Ridley Scott, il faut savoir, attention, Ridley Scott, il n'a pas la réputation d'être le plus marrant de la classe. Non. Donc c'est un monsieur très, très sérieux, voire austère, mais vous êtes arrivé à le faire un peu sourire, c'est un remarquable exploit. Voici l'entretien. Hello, Ridley. Morning. Paris, please, open up! I can't do this. À quand remonte votre envie de faire du cinéma? Je crois savoir que vous étiez tout petit. Oui, j'avais 5 ans, je crois. Ma mère adorait aller au cinéma. Elle m'emmenait au cinéma l'après-midi. Le premier film que j'ai vu et qui m'a impressionné, c'était un film avec Rita Hayworth, qui chantait Put the Blame on Me, dans Gilda. Et je suis tombé amoureux de Rita Hayworth et j'ai voulu devenir réalisateur. Vous avez une filmographie incroyable, riche et remplie de succès. Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que je suis très chanceux de faire ce métier. J'ai l'impression de ne pas avoir travaillé un seul jour de ma vie. On sait que vous adorez dessiner. Est-ce que vous continuez à storyboarder tous vos scripts? Je peux dessiner pendant des semaines, voire des mois. Faire des storyboards m'aide à prendre des décisions. Quand je dessine, je construis la dramaturgie d'une scène. Si vous n'avez pas la dramaturgie dans la tête quand vous arrivez le matin avec les acteurs, ils vous bouffent la vie. Qu'est-ce qui, selon vous, reste le plus dur, le plus compliqué dans le processus de fabrication d'un film? Le scénario, définitivement le scénario. Si tout est sur le papier, le film va être facile à faire et ce sera un vrai plaisir. Si ce n'est pas le cas, ce sera un cauchemar. Vous êtes un habitué des grosses productions, aux enjeux financiers colossaux. Est-ce que vous avez un truc pour gérer le stress, la pression sur le plateau? Je n'ai pas de pression. Vous savez, j'ai commencé par la publicité il y a 35 ans. J'ai réalisé beaucoup de publicités, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et ça m'a permis d'évacuer toute la peur que j'avais en moi. Quand vous faites des publicités, si vous dépassez le budget, c'est à vous de payer. Au cinéma, c'est différent. Si vous vous plantez, vous êtes viré. You sure about this, Captain? How do you mean? We don't know what the fuck's out there. Vous vivez avec Alien depuis longtemps maintenant. Est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars? Non. Je dors. Thank you very much, Ridley. Congratulations. Merci beaucoup. Thank you. Alors, il vous a plu cet Alien-là, oui? Ouais, beaucoup. Ah ouais. C'est de la science-fiction, mais on est presque, c'est même un film d'auteur de science-fiction. C'est assez étonnant. Vous avez vu ce qu'il dit, c'est étonnant. Ce type-là arrive sur un plateau, il y a des milliers, des centaines de techniciens et des films avec des millions de dollars de budget. Il est calme, il n'a pas la pression, mais parce que, comme il le dit, il a été à bonne école, c'est un grand publicitaire. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, et il a des bons acteurs. Et il va en faire 2 autres de plus, ça c'était pour la petite info. Voilà, ça sort mercredi prochain. 2 autres de plus de quoi? Alien? Ouais, qui vont sortir. Ouais, 2 autres préquels qui sont la suite de ça. Qui se passe avant Alien encore. Il y a du boulot encore. Ouais, un petit peu de... Au-delà de 80 ans. Non? Exactement, 79 ans. Merci beaucoup. Les 4 vérités, suite Caroline Roux reçoit maintenant Nicolas B. Oui, c'est le secrétaire général du Front National. Sa candidate a choisi l'offensive hier soir, ciblant Hollande Junior, le candidat qui défend les intérêts privés Emmanuel Macron, qui a fait de Marine Le Pen la prêtresse de la peur et
un parasite. Ambiance. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. C'est la première fois qu'un débat d'entre-deux tours d'une présidentielle est si brutal, si violent. Est-ce que l'échange d'hier soir était au niveau de ce qui se joue, sincèrement ? Ah oui, je crois. Il y avait bien sûr des échanges qui ont été virulents, mais c'est normal parce que c'est deux projets de société qui sont totalement antagonistes. Habituellement, on avait le petit balancier entre la droite et la gauche. Ils étaient au fond d'accord à peu près sur tout. Là, il y a clairement deux choix de société. C'est un enjeu de civilisation. Cette élection présidentielle, on voit bien que Emmanuel Macron, il défend la dérégulation totale, la disparition de toute forme de protection, le peuple français qui est systématiquement écarté au bénéfice des intérêts des multinationales ou de la finance. Et Marine Le Pen, elle, qui défend les intérêts du peuple, qui veut plus de protection, plus de régulation, qui veut faire en sorte que le peuple français soit à nouveau au cœur des préoccupations publiques. Bon, après, c'est la forme. Sincèrement, qu'il soit opposé sur le fond, ça, je vous assure que même tous les gens qui vous regardent ce matin l'avaient compris. En revanche, sur la forme, Richard Ferrand, qui était notre invité il y a une dizaine de minutes, disait Marine Le Pen a tout tiré vers le bas, utilisant l'insulte, l'invective, ne répondant jamais aux questions et surtout ciblant le projet d'Emmanuel Macron sans défendre elle-même ses propres positions. Je crois qu'elle a fait les deux. Elle a évidemment porté des accusations contre Emmanuel Macron. C'est normal, il n'y a aucune raison de l'épargner, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est l'héritier de François Hollande de façon absolument visible. Tout le monde le voit aujourd'hui. Il est soutenu non seulement ouvertement par François Hollande plusieurs fois par jour, mais même par la plupart de ceux qui ont été en première ligne de ce quinquennat et dont tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que ce quinquennat, il était désastreux. C'était ça qu'il fallait rappeler aux Français, Nicolas Bay, sincèrement. Mais pas seulement. Aussi le fait qu'il est soutenu ouvertement par l'UOIF, par des islamistes, et qu'il n'a pas refusé ce soutien comme il aurait très bien pu le faire. Il vous a renvoyé vous-même à quelques collaborations avec l'UOIF. Non, mais c'est pas sérieux, parce qu'il y a quelqu'un qui était à un moment donné proche de l'UOIF qui allait parler dans un colloque d'une association proche du Front National. C'est pas un argument. Lui, il est soutenu ouvertement par l'UOIF, il est pour l'immigration massive, il a été insulté l'histoire de France sur le sol algérien, il dit qu'il n'y a pas de culture française sur tous ces sujets-là, c'est normal qu'il se mette en accusation. Vous refaites ce qu'a fait hier soir Marine Le Pen, c'est-à-dire ciblant le candidat Emmanuel Macron sans proposer aux Français qui vont voter dans 3 jours un projet pour la France. Marine Le Pen a présenté son projet sur tous les sujets. Sur l'économie, sur l'Europe. On y vient. 63% des Français qui ont été interrogés à l'issue de ce débat considèrent que c'est Emmanuel Macron qui l'a emporté. Avec sincérité ce matin, est-ce qu'elle a été bonne, Marine Le Pen ? Oui, elle a été bonne. Et d'ailleurs, c'est un sondage qui est fait par Elab pour BFM TV, dont on a vu pendant toute la campagne, qui soutenait souvent presque ouvertement Emmanuel Macron, qu'il avait une espèce de mansuétude incroyable à son égard. Donc, voilà, les Français, ils ont pu juger sur pièce. Ils ont vu Marine Le Pen, qui est bien sûr qui avait aucune raison d'épargner Emmanuel Macron et qui a présenté son projet, de redressement national. Marine Le Pen, selon vous ? Je crois d'abord qu'elle a montré tout au long de cette campagne, et pas seulement au débat d'hier, qu'elle était à la hauteur de la responsabilité pour laquelle elle concourt. Marine Le Pen, elle se place en situation de rassembler les Français sur l'essentiel, c'est apporter un projet de redressement national et faire en sorte que les Français soient rétablis dans leurs droits fondamentaux. Emmanuel Macron, c'est la dislocation de la nation. Il y a clairement un débat qui était visible hier entre Marine Le Pen qui défend les intérêts du peuple et Emmanuel Macron qui est soutenu par toute la caste. Des bêtises, des mensonges, des galimatias, de la poudre de perlimpinpin. Beaucoup d'insultes dans la bouche d'Emmanuel Macron. C'est pas les pires, galimatias, ça va, c'est assez tranquille. Mais quand il la traite de parasite, par exemple... C'est plus violent. Voilà. Et après, on voit ses partisans qui donnent des leçons sur les plateaux. Voilà, ça fait un peu sourire. Vous l'avez trouvé trop agressif, Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, je trouve qu'il n'était pas assez sur le fond. Il était uniquement dans des petites polémiques. Il essayait souvent, avec beaucoup de flou, de défendre non pas son projet, mais finalement d'essayer de culpabiliser les Français, de culpabiliser ceux qui votent pour Marine Le Pen, et d'être beaucoup dans la leçon de morale. Voilà. Et alors, ça, c'est ce que je crois les Français ne supportent plus. On a vu beaucoup Marine Le Pen dans ses fiches. C'est pas grave d'arriver avec des dossiers sur un plateau de télévision, mais il y a eu pas mal d'imprécisions au cours de ce débat. Est-ce que vous reconnaissez quelques erreurs, on va dire certains considèrent que ce sont des mensonges, quelques erreurs, notamment sur du chiffrage, par exemple. Non, c'est inexact. Bon ce qu'a dit Emmanuel Macron était faux. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur la vente de SFR, c'est bien lui qui a donné le feu vert que ne voulait pas donner son prédécesseur Arnaud Montebourg, même si effectivement la vente n'est pas intervenue au moment où lui était ministre. Mais par exemple, quand on veut être président de la République et qu'on se trompe de 3 milliards, un peu plus même, sur la contribution nette de la France à l'Union européenne, elle dit que c'est 9 milliards. Il s'avère que c'est 4,5 milliards. Vous savez que depuis hier soir, tout le monde fait du fact-checking. Pour l'année 2020,
2015. C'est inexact. Nous versons 21 milliards d'euros à l'Union européenne chaque année. Nous sommes ce qu'on appelle un contributeur déficitaire. On récupère un peu plus de 13 milliards d'euros. Donc c'est environ, voilà, c'est 8 milliards à peu près. Donc non, elle avait parfaitement raison. Après, sur l'euro, elle a eu raison aussi. Oui, mais je crois que sur l'euro... Ah, vous croyez? Ça, c'est quand même plus compliqué. Non, mais il y a un vrai sujet de fond. C'est est-ce qu'on a une monnaie qui sert nos intérêts, qui est un outil au service de l'économie, ou est-ce qu'on a, comme aujourd'hui, une monnaie qui sert les intérêts de l'Allemagne au détriment de la plupart des 18 autres pays de la zone? Allez, on est à 3 jours d'un vote. Sincèrement, Nicolas Bay, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée hier soir sur l'euro? Ce serait pareil, si grave, ça arrive à tout le monde. Lorsqu'elle dit que l'écu était utilisé pour des échanges commerciaux, alors qu'il suffit juste de se tourner un petit peu vers le passé et reprendre nos livres d'histoire, c'était un panier monétaire, ça n'a jamais servi pour les entreprises, vous le savez. L'écu, c'est une monnaie commune, c'est un cours qui est constitué de l'ensemble des monnaies nationales. Donc ça permet à la fois d'avoir une monnaie d'échange internationale, mais en même temps que chaque pays retrouve une monnaie qui est adaptée à son économie. Mais Marine Le Pen, elle est cohérente, elle veut qu'on retrouve notre souveraineté. La souveraineté, c'est pas un gros mot, c'est la liberté d'une nation. Souveraineté territoriale, la maîtrise des frontières, souveraineté économique et monétaire, bien sûr, aussi, pas seulement pour la monnaie, aussi pour faire du patriotisme économique, pour lutter contre la concurrence déloyale, et puis la souveraineté législative, parce qu'aujourd'hui, nos lois votées à l'Assemblée, pour l'immense majorité d'entre elles, c'est des simples transpositions de directives européennes qui sont pondues par des commissaires européens que personne ne connaît et qui n'ont pas de légitimité. Est-ce que c'est un atout dans votre projet, cette partie-là de votre programme sur l'euro? Nicolas Bay, est-ce que ça n'a pas compliqué cette fin de campagne? Marine Le Pen expliquait hier soir qu'on imposerait le retour en monnaie nationale à l'Allemagne et en Italie. Alors là, il faut aussi nous expliquer. Non. Elle dit qu'elle n'imposerait rien, qu'elle le ferait dans une négociation et qu'ensuite c'est les Français qui trancheront par référendum. Ça vous aide sincèrement dans cette fin de campagne? Cette question monétaire, elle donne de la cohérence d'ensemble à notre projet économique, mais il ne faut pas en faire la mesure unique de notre projet économique. Notre projet économique, c'est baisser la fiscalité, baisser les charges, les contraintes qui pèsent sur nos entreprises, avoir un État qui assume à nouveau ses fonctions fondamentale de protecteur de l'économie française avec le patriotisme économique, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises françaises d'être prioritaires dans la commande publique française. Donc voilà, avoir un État qui assume à la fois toutes ses fonctions et en même temps qui laisse respirer l'économie française, c'est le projet de Marine Le Pen. C'est beaucoup plus large que les simples questions monétaires. Bon, est-ce que, à votre avis, ce débat a changé le rapport de force à quelques jours du vote? Ça, c'est aux Français d'en décider, mais je crois en tout cas que Emmanuel Macron est apparu pour ce qu'il est, le candidat de la finance internationale, le candidat du communautarisme, le candidat qui veut aller encore plus loin dans l'Union européenne, encore plus loin dans l'immigration. Ça fait partie des angles morts de sa campagne. On voit bien que c'est des sujets absolument essentiels dont il ne parle jamais. Il parle jamais de la lutte contre le terrorisme. Il n'a pas de programme sur le sujet. Il parle jamais de la lutte contre le communautarisme. Il est soutenu par l'UEIF et il veut pas rétablir les frontières. Il est allé féliciter Mme Merkel d'avoir accueilli 1 500 000 migrants. Vous avez regardé les sondages. Il y a un sondage qui fait une projection sur les législatives et qui vous donne entre 15 à 25 députés. Ce serait une déception? Honnêtement, faire un sondage sur le deuxième tour des législatives sans connaître la configuration des législatives avant même le deuxième tour de la présidentielle, scientifiquement, c'est pas sérieux. Merci beaucoup, Nicolas Bay. C'est à vous, William. Merci. Venise, vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Bonjour. Avec la visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé, cette fois-ci direction Venise au XVIIIe siècle. Ça doit être bien à cette époque-là. Autant la cité des doges symbolise quoi? Dans le désordre, le luxe. Ils sont riches à Venise à cette époque-là. Les plaisirs, les festivités. C'est comme ça qu'on le voit en tout cas. Exactement. Alors Sérénissime au musée Cognac-Jet, il y a quelque chose de très curieux, c'est qu'au XVIIIe siècle, Venise est en train de descendre politiquement parlant. C'est-à-dire, ce n'est plus la cité rayonnante et au pouvoir qu'elle a pu avoir au XVIe ou au XVIIe siècle. Et pourtant, c'est au XVIIIe siècle que son rayonnement culturel va être le plus important. Et donc, Sérénissime, c'est au musée Cognac-Jet. Alors, c'est une petite exposition. Vous rentrez là, vous avez des tentures. On a reproduit un peu l'image des fêtes qu'il pouvait y avoir dans les palais des doges. Mais on explique pourquoi on l'appelait la Sérénissime. Déjà, pourquoi on l'appelait la Sérénissime? Et surtout, vous savez qu'il y avait évidemment le carnaval. Qu'est-ce que c'est que le carnaval exactement? D'où vient ce mot, le carnaval? Vous aurez la réponse dans la visite guidée. Et puis, bien entendu, qui dit carnaval, dit port du masque. Parce que c'est ça qui est très important. Vous allez apprendre dans cette exposition pourquoi on avait impérativement besoin de porter un masque. Vous savez, quand on va au bal masqué, on met un masque pour des raisons... on met un masque pour des raisons purement esthétiques. On se dit que c'est sympathique, c'est pratique. Mais vous verrez en fait dans cette exposition... Mais est-ce qu'il parle d'économie? Pourquoi cette ville était si riche? Qui la dirigeait? Qui la dirigeait, le Doge. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est pourquoi est-ce qu'on avait finalement besoin, y compris économiquement, de ce carnaval? Eh bien, tout simplement parce que pendant le carnaval, il se passait des jeux, il se passait des échanges d'argent.
d'argent. Vous voulez dire que c'était l'essence même, c'était la centrale, le cœur du réacteur, c'était le carnaval? Le carnaval n'était plus le cœur du réacteur économique, puisque la Venise au XVIIIe n'est plus ce qu'elle était, mais en revanche, c'était le cœur du réacteur culturel. Ah oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez quand même découvrir des peintures. On est dans un musée, donc vous allez Tiepolo, vous avez Guardi, vous avez Longhi, évidemment, on vous a fait la visite guidée. On commence cette exposition par le pouvoir qui se donne en spectacle à Venise. Lorsque le doge qui dirige Venise était élu, il y avait une grande manifestation sur la place Saint-Marc et la foule était tellement nombreuse qu'il fallait même payer des ouvriers de l'arsenal avec des longs bâtons pour pousser les gens, tout simplement pour qu'il y ait un chemin, pour qu'on puisse voir le doge. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, le doge, lui, jette des pièces d'argent. Bah oui, alors vous imaginez le président de la République qui jette des pièces d'or, là, en descendant les Champs-Élysées, c'est sûr qu'il va y avoir l'émeute. Mais comme ça, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est populaire, la foule est là. Ouais, la foule est là pour... Alors évidemment, nous sommes à Venise, et qui dit Venise dit carnaval dit masque. Et surtout, exceptionnellement, pendant le carnaval, on avait le droit de se livrer au jeu d'argent, ce qui était complètement réprouvé par la morale chrétienne. Donc, pour éviter qu'on puisse se reconnaître entre membres du clergé, entre aristocrates, et puis gens de petites vertus, les tricheurs, les prostituées, eh bien tout le monde devait porter un masque, voilà. Et donc ça s'appelle le ridotto. C'est au premier étage d'un palais, et c'est tout simplement la naissance du premier casino en Europe. Il n'y avait pas moins de 70 masques répertoriés différents. Ici, je porte le masque du pharmacien. Ici, vous mettiez des petites plantes médicinales, soit pour soigner, soit aussi parce que... Eh oui, au XVIIIe siècle, vous avez quand même des odeurs. Et puis, il y a un masque terrible qui s'appelle la moretta, réservé exclusivement aux femmes. C'est un masque tout noir, et il ne tient que parce que la femme mord quelque chose dans la bouche, comme ça, elle tient le masque. Et alors, on peut pas l'entendre parler? Bah oui, justement, c'est le but. Ça va, ça se passe bien, le carnaval? Ouais, c'est super, j'ai croisé le foncier, je comprends rien à ce que tu dis. Bah oui, évidemment. Pour le porter, il fallait se taire. Et à part ça, au moins, vous étiez incognito. Je vous rejoins dans les appartements des loges. Mais au fait, d'où vient l'origine du mot carnaval? Eh bien, en fait, avant le carême, place Saint-Marc, on sacrifiait les derniers bœufs et les derniers porcs, parce qu'après, pendant 40 jours, on fait maigre. Et donc ensuite, on enlevait la viande. Carne, la viande, levare, on l'enlève. Carne, levare, carne, levare, carne, levare, carne, levare, carnavale. Tout le monde fait la fête, sauf si évidemment vous avez la moretta. Carnaval. Et pour terminer, on a remplacé le sacrifice par le saut de l'ange ou la traversée du Turc. On faisait partir un filin de la façade du campanile jusqu'à la façade du palais des Doges. Et il y avait un individu qui faisait le funambule. Sauf qu'un jour, évidemment, ça s'est mal passé. Et inutile de vous dire qu'à cette hauteur-là, quand vous tombiez en bas, vous finissiez en haut, avec les anges. D'où le nom, le saut de l'ange. La Sérénissime, pourquoi on l'appelle? C'est un rapport avec son Altesse Sérénissime? C'est ça, c'est très très sereine, son Altesse Sérénissime. Et donc évidemment, bah là, on est le Doge, il est le serein des sérins. Donc évidemment, Venise, c'est la Sérénissime. C'est au musée Cognac-Jay jusqu'au 25 juin. Allez-y, vous allez vraiment passer un moment délicieux et merveilleux. Merci beaucoup pour cette visite hors norme. Laura du Web vous propose un train. C'est un train de chez nous ou là-bas, c'est loin? Non, hélas, il va falloir que je parte au Japon, William. Ah zut. Bah oui, c'est le nouveau train, quelque part, leur TGV à eux, leur Orient Express plutôt. Regardez, c'est le Shikishima. Parce qu'ils en ont un TGV, les Japonais. Ça s'appelle le Shinkansen. Et là, c'est le Shikishima. Ah, le Shikishima, oui. Le Shikishima qui a 17 compartiments. 34 voyageurs seulement peuvent voyager à chaque fois. Voilà, donc le voyage, je me suis renseignée sur les prix. Oui. C'est 8 400 €. Quelle est la ligne? Il fait quoi, lui Il relie Tokyo à d'autres destinations et à une île en particulier. Mais il traverse toute l'île? Et enfin, il traverse toute une partie du Japon aussi. C'est 3 jours de voyage avec, voilà. Ah, 3 jours. 3 jours, 8 400 € par personne, avec évidemment des suites. Vous voyez, vous avez Tom Cruise au bar. Hein, pardon? Mais j'ai dit non, vous avez loupé. Il y avait le barman qui était là pour vous faire des petits cocktails. Non, mais regardez comme c'est beau. Je vais regarder les petites photos là. Ouais. C'est pas mal. Ça vaut le coup de faire un reportage. Vraiment? Vu que c'est les nouvelles technologies. Je sais pas, là on a quasiment tout vu. Hein. Écoutez, il faut, quand là, même le tester. Franchement, c'était bien. Moi, je sais pas pour pas vous y envoyer, mais là on a vraiment vu l'essentiel. Hein. Mais j'ai pas testé les lits. Bon, eh bien, je réessayerai.
Ça, je vous fais En confiance. plus, ils me le feront gratuitement, vous inquiétez pas, je sais négocier. Oui. Il faut bien rester 3-4 jours. Hein. Au moins. Oh oui, au moins. Merci beaucoup. Nous regardons ici à Télématin les télévisions étrangères et là on s'est arrêté avec Julia Livage sur un programme britannique. C'est de la télé-réalité avec un point comme vous l'avez peut-être jamais vu. Alors c'est une émission dite de rencontre hein, pour que chacun trouve son âme sœur. Oui, mais là c'est un peu spécial. On pensait avoir tout vu en termes de télé-réalité, de rencontre du prince charmant et tout ça. Sauf que la Channel 4 et la télévision anglaise nous font rentrer dans une autre dimension, William, celle des clones. Alors ça paraît... Des clones. Ça paraît surréaliste. C'est-à-dire Bien, le pitch de base, trouver l'âme sœur. Donc là, jusque-là, rien de très original. Sauf que le participant qui veut trouver l'amour, eh bien, il va décrire son fantasme absolu, son idéal. Oui. Donc avec la production, sur ordinateur, ils vont vraiment créer un avatar. Alors, tout est basé sur le physique. Hein. Donc, son visage, comment je veux ses yeux, son nez, ses vêtements, même la couleur de ses lunettes, sa pilosité. Bref, tout est... Oui, il faudra qu'il ait tout compte. telle taille, tel volume. La forme de ses bras, de ses jambes, tout, Voilà. j'en passe. Et à la fin, la production va sillonner le pays pour trouver un nombre, entre 8 et 10, d'hommes, de femmes qui correspondent exactement à cet avatar. Résultat des courses, à la fin, le ou la prétendante va se retrouver dans un château. Voilà, on revient un peu au principe de base, avec 8, 10 clones qui sont exactement Alors pareils. maintenant, elle fait connaissance avec eux, je suppose, avec chacun des candidats après, non? Exactement. Vous allez d'abord découvrir le principe et ce que ça donne à la fin. Everyone's got a type, but you can't always find them. So what if you could design them? Bigger, 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 bigger. They've got to have a nice perky bum. Perfect. And then we found exactly what you wanted. Actually, what if we cloned 8 of them? Hi, I'm Danielle. Hi, I'm Jess. Hi, I'm Sam. Oh my God. Does this feel? Each week, one guy or girl will spend 5 days with their ultimate fantasy. Don't be too rough with me. And when everyone looks the part, Getting a little bit hot. how do you decide who's as good as they look? It's not as easy as it seems. The spark was just not there. It is the hardest decision I've ever had to make. Oh my God. This is the game of clones. Ah oui, mais alors, on a bien compris que de toute façon, ils se ressemblent tous. Donc, C'est tous l'essentiel, les mêmes. c'est ce qu'il y a là-dedans après. Et vous avez compris. Chacun pourrait dire, mais tout est basé sur le physique, c'est extrêmement superficiel. Mais en fait, c'est tout le contraire. Puisqu'ils sont tous pareils, Oui. eh bien, la personne va bien être obligée de se décider sur des critères qui sont autres que le physique. Et elle a des critères, Le bien sûr. rire, l'alchimie, ils sont physiquement exactement identiques ou presque. Donc, c'est ça l'idée de cette télé-réalité, c'est que le physique ne compte pas. Et quand on apprécie vraiment Ouais. quelqu'un, on va se baser sur Bien sûr. d'autres valeurs. Sur le Donc, reste, oui, c'est oui. pas aussi simple que ça. C'est pas aussi bête que ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, on va découvrir l'aventure de Charlotte et de ses 8 garçons. I know what I want and I know what I like. He's definitely not around in Worcester, I tell you that. Hi. Behold, Charlotte's creation brought to life in front of her very eyes. It's like magic. I was just like, oh my God. Nice to meet you, I'm Jamal. It was a dream. They'll now have 3 minutes to prove just why they're different. James had a bad day. Got nothing behind the beautiful face. Dom showed his softer He side. makes me feel really comfortable around him. Ryan needs to work on his flirting. It was like I was chatting to one of my friends. I'd say I'm tall, dark, and handsome. Camille is up there right now. And it was kissy-kissy with Kamel. I can't fault him on his kissing skills. Kamel, the quintessential gentleman. Are you feeling confident about tonight then? Yeah, especially after that lip contact. Is it? Alors, je sais pas, apparemment, pour beaucoup, c'est un fantasme absolu Non, de il se se fait retrouver plein comme de ça avec copains, en plein. Moi, plus. je trouve que c'est un cauchemar. Les 8, même dans une Mais il pièce. ne savait enfin. pas, d'ailleurs, c'est ce qui est amusant en plus, c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait autant de gens qui leur ressemblaient. Après, c'est aussi aidé. Je pense qu'il y a le maquillage, la Non, mais c'est coiffure, vraiment le bien. stylisme. C'est Mais drôle, non, il ça. ne savait pas, non, ça c'est sûr. Bon, Ouais, bonne c'est une idée, hein, s'il y excellente a des idée. gens, il y a des gens dans les étages supérieurs à cette heure-là. Chez nous. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils regardent, hein. Ça m'a l'air bien, ça. Moi, j'ai 2-3 idées à leur soumettre. Alors. Bon, parfait. Merci beaucoup.